Salut tout le monde et bienvenue à Un Pixel Près. Je m'appelle Thomas Carnisser et je suis avec Emilien Amouyal. Bonjour. Bonjour, sachant que tu es là spécifiquement pour qu'on parle de jeux de rôle. Alors, si on sort les grands mots, on est sur une expérience narrative collaborative, d'accord ? On est sur un bon moment normalement, sur pas mal d'univers. Si tout se passe bien, oui. On en a plein. On a du futuriste, on a du zombie, on a des petits poneys, parce que ça existe aussi. Oui, avec des chats aussi. Vous avez des super-héros également, avec des chats, ouais. Ça, c'est absolument incroyable. Vous avez vraiment beaucoup de choses. Mais là, sur cet épisode-là, ce qu'on voudrait, en fait, c'est s'attarder sur Donjons et Dragons. Voilà, on est sur Donjons et Dragons, on en a un tout petit peu parlé dans cette émission, mais c'est vrai que le jeu de rôle, on voit apparaître Donjons et Dragons en 1974, et donc c'est un truc énorme, puisqu'on a Gary Gygax et Dave Arneson qui arrivent avec une version moderne en fait de ce qui commençait à exister avant, puisque forcément Tolkien avait laissé personne indifférent, on a de la fantasy qui arrive à fond, on a un besoin en fait de s'évader. En fait, il y en a beaucoup qui attribuent vraiment la fantasy et ce besoin-là en fait de s'évader. En fait, socialement parlant, il y a une idée en fait de cycle où il y a un côté d'un coup il nous faut des films, de la littérature, etc. très terre à terre, puis ensuite plutôt romantique, etc. Puis ensuite, en fait, on va sur vraiment une espèce de transfiguration en fait des thématiques actuelles. Et en fait, on les porte sur des mondes qui n'existent pas pour pouvoir en fait en parler de plein fouet, quoi, finalement. Et du coup, Donjons et Dragons sort évidemment avec ce côté. Au début, c'est assez voilà, hein, on est sur un livre. Puis il y a un deuxième jeu qui sort, puis un troisième, puis un quatrième, puis il y a RuneQuest pour les gens qui ont connu. Il y a Super Hero 2044. Hein, on commence à avoir vraiment d'autres thèmes qui sortent. Et à un moment donné, entre 77 et 79, il y a Advanced Donjons et Dragons. Et en fait, Advanced Donjons et Dragons, c'est le début de la fin. Hein. Tu vas tout de suite comprendre, parce que je sais que ça, c'est pas entre guillemets de ton époque et c'est pas la mienne non plus. Mais par contre, ce qui est très drôle, c'est que Advanced Donjons et Dragons, c'est un projet de librairie. Voilà. Et c'est là où en fait on commence à toucher au cœur du truc. C'est que Donjons et Dragons, vous avez un jeu de rôle, d'accord ? Donc avec les règles de jeu, avec la façon de créer vos personnages, d'interagir avec le monde, et surtout, vu qu'il va y avoir une personne qui va conter l'histoire et des personnes joueuses qui vont interagir avec leur propre personnage, déjà, quel type d'histoire ? Et ensuite, quel type de scénario ? Donc en gros, c'est ça que vous avez dans un bouquin, sauf que Advanced Donjons et Dragons, qui ensuite a évolué, il y a eu Donjons et Dragons 3e édition, 4e, aujourd'hui 5e, et effectivement, il y a un avenir dont on discutera, mais pour l'instant, effectivement, on est en 5e édition, et là, pour le coup, voilà, c'est là où la librairie commence à s'installer, où en fait... voilà, on a là devant moi, il y a Emilien qui a apporté 5 bouquins déjà, c'est-à-dire un tiers de sa collection, même pas, un quart. Ça doit être à peu près ça, ouais. Non, parce que j'avais pas assez de place dans le sac, mais ça devait commencer à être lourd. Mais non, il y a pas mal de livres 5e édition. Je crois qu'il y en a, si j'ai pas de bêtises, une quarantaine, voire une cinquantaine. Oui, c'est lambda, effectivement, où en fait à chaque fois on va s'intéresser à un pan en particulier de l'histoire, je suppose. Non, c'est pas que des scénarios, pas que des histoires, il y a plein de types de livres différents pour Donjons et Dragons. Là j'en ai apporté du coup 5 différents. Vous allez voir du coup des livres de manuels qui sont pour les joueurs, pour le MJ ou pour les monstres. Donc c'est vraiment les 3 premiers livres qui sont les handbook manuels. Donc vous en avez 3 du coup pour le maître de jeu, les créatures et les joueurs pour savoir gérer si vous êtes le maître de jeu. Pour créer votre personnage si vous êtes joueur, et pour le maître de jeu, les créatures, pour savoir quel environnement vous allez avoir, quelles créatures vous allez faire rencontrer à vos joueurs, en fonction des niveaux des personnages, des environnements que vous pouvez trouver, comprendre comment les créatures fonctionnent, d'où ce qu'on en parlait à l'émission précédente de le maître de jeu qui est un peu le décisionnaire final de l'aventure et de l'histoire, c'est un peu le dieu de l'univers, il est quand même obligé de comprendre les créatures qu'il a afin de mieux les interpréter pour les joueurs. Il y a un côté réalisateur. C'est un peu ça, oui, tout à fait. Il y a un côté réalisateur au niveau du cinéma, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir votre personnage, vous allez improviser sur quelque chose,
Mais en fait, au final, vous allez quand même avoir quelqu'un en face de vous qui va, selon le jet de dés, qui constitue en fait un jet de compétence ou un jet de chance des fois, ou alors effectivement selon en fait l'interprétation commune, en fait effectivement votre action va avoir des conséquences différentes ou justement une façon pour vous de percevoir le monde différemment. On parlait du jet de perception notamment. Si vous ratez votre jet, potentiellement vous y voyez rien, ou pire, vous voyez quelque chose qui est pas là. Ça peut être très compliqué parce que du coup en fait la suite de votre interprétation du personnage, logiquement votre personnage a vu quelque chose, d'accord, vous savez que le dé a raté, donc vous savez qu'en fait vous vous trompez, mais le problème c'est que votre personnage, si vous l'interprétez logiquement vous avez raté le dé, mais votre personnage lui il a pas jeté de dé dans l'histoire, lui il a juste essayé de plisser les yeux, il a regardé un petit peu dans cette forêt sombre, il a vu 2 yeux brillants le regarder. C'est ça. Alors qu'en réalité, si ça se trouve, c'était autre chose. Le reflet des feuilles par rapport à la lune, peu importe. Mais toujours est-il que le personnage se va être persuadé qu'on les pille. Et du coup, ça peut mener à beaucoup de situations assez cocasses. Très très drôle, ça peut aller très très loin, faire croire que... D'où l'improvisation du coup sur les personnages, parce que improviser des trucs, oui, mais il faut que ce soit cohérent avec l'univers du coup dans lequel vous faites évoluer vos joueurs. D'où le fait de connaître un peu certaines créatures, certains machins. Si par exemple, on va prendre la situation où effectivement tu as quelque chose qui bouge dans les bois. Si tu avais réussi ton test, tu aurais vu par exemple un ours-hibou. Si tu le rates, tu ne vois rien. Si tu fais un échec critique, tu vois effectivement quelque chose, mais c'est peut-être juste un chat que tu as peut-être juste vu un chat. C'est ça. Ou un humain. Ou un humain. Voilà, c'est en fait au lieu de voir un ours typiquement, même sans aller sur des créatures surnaturelles, au lieu de voir l'ours, en fait potentiellement dans votre perception, en fait vous avez l'impression que c'est un promeneur qui est juste rabaissé, peut-être en train de faire ses lacets, enfin vous voyez mal parce que c'est derrière le buisson, mais vous avez cette impression là quoi. Donc en fait vous, votre personnage et vous-même, vous avez potentiellement interprété ça comme étant un danger relatif, alors que l'ours lui c'est relatif mais autrement quoi. Votre personnage va être un peu plus serein, genre c'est juste un promeneur, ça va, jusqu'à ce que 30 secondes après je vous demande de lancer votre initiative, donc l'ordre de passage d'un combat, parce que un ours vous attaque. Oui c'est ça, c'est exactement ça. Et ce qui était très drôle avec l'exemple des yeux qui luisaient dans la nuit suite à une perception ratée, c'est qu'en fait dans la scène en fait il y avait une embuscade qui était prévue. Donc en fait du coup le personnage se met à regarder en haut en se disant on nous épie, etc. Vu que les joueurs ont vu le résultat, il y a un côté, c'est difficile des fois d'interpréter le personnage, donc on y va un peu de manière réticente en disant t'es sûr que t'as vu quelque chose, alors qu'on sait très bien en tant que joueur que non, mais notre personnage il peut pas le savoir, encore une fois, et effectivement il y a ce moment où on se retrouve avec une embuscade, donc ça donne raison finalement à celui qui en fait avait mal vu, parce que c'est pas du tout ça qu'il fallait voir, mais bref. Tout le fait de des fois juste dire la vérité, dire ce que la personne a vu réellement, même si elle a raté, et de la faire psychoter sur le fait qu'en fait elle a raté son dé, donc c'est pas vrai, alors qu'en fait si. En fait si, c'est complètement ça. Et effectivement, là tu as donc ces livres-là, Donjons et Dragons, on en a parlé dans Stranger Things, on en a parlé dans les médias de manière assez récente finalement, c'est devenu cool assez récemment. Est-ce qu'il y a une histoire ? Ou est-ce que finalement, alors je pose la question d'un point de vue de quelqu'un qui connaîtrait pas, parce que bon, je vois les bouquins, moi-même ayant des bouquins de jeux de rôle, je me doute qu'à un moment donné, mais effectivement, à quel point en fait on a une histoire et à quel point c'est pas juste le Seigneur des Anneaux repompé. C'est une histoire, oui et non. Il y a des fondements, des origines de races, de personnages qui arrivent, des personnages qui vont être assez récurrents dans une évolution. On va pouvoir entendre parler de beaucoup d'événements passés, vraiment, vous découvrez un nouveau monde avec un passé, une histoire que vous ne pouvez pas forcément trouver dans les livres en termes que joueur, mais seulement mentionné dans certains des livres. Cette histoire-là existe, mais je suis pas sûr, parce que alors, je n'ai pas fait tous les livres, tous les machins, mais je suis pas sûr que toute l'histoire soit accessible en termes de jeu à proprement parler. Vous pouvez toujours l'imaginer vous de votre côté si possible, mais il y a une histoire qui est construite, un univers vraiment, je crois de la création de la Terre directement, enfin du coup de Faerûn, parce qu'il y a différents continents également. Comment dire, c'est pas pompé de quoi que ce soit.
Il y a forcément des inspirations, quoi qu'il arrive, notamment les races communes, elfes, humains, nains, toutes celles-ci. On est sur des grands classiques. C'est ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en plus, on a des personnes qui ont l'habitude du jeu de rôle, qui vont soit ne jamais se déloger de Donjons et Dragons, soit effectivement ne jamais y retourner, parce qu'il y a le côté trop classique aussi, à la fois en termes de système, qui n'a pas beaucoup changé en fait depuis les années 70. Alors, il y a eu beaucoup d'améliorations, mais globalement, on est sur un système à peu près équivalent, là où aujourd'hui, vous commencez à avoir des jeux de rôle où typiquement la gestion des dés complètement différente, c'est-à-dire que plutôt que de faire un jet de compétences, il peut y avoir d'autres choses à l'œuvre. Typiquement... Des pourcentages de réussite, des machins. C'est ça. En fait, c'est un système de jeu. Un peu comme... j'ai pas vraiment de comparaison, mais on va prendre l'exemple des dés qu'on a là. J'ai différents dés. J'ai des dés à 20 faces, des dés à 10 faces, des dés à 6 faces, qui sont un peu plus classiques. 8, 4 et 12. En général, dans Donjons & Dragons, on va lancer le dé 20, qui va être du coup une échelle de 1 à 20 sur la réussite de la compétence. 1 étant le pire lancé à faire, même avec des bonus, ça compte comme un 1. Et le 20, pareil, même avec des bonus, ça compte comme un 20 naturel, donc c'est vraiment la réussite critique. Par exemple, si vous faites 19 et que vous avez genre plus 5 en bonus, ça vous fait 24. Ce qui est au-dessus de 20, mais 20 sera toujours mieux. Voilà. C'est les exemples dans Donjons et Dragons. Après, vous pouvez avoir d'autres systèmes. Si je dis pas de bêtises, je crois que dans l'appel de Cthulhu, je crois que c'est le dé 100. Oui, c'est ça. Donc en fait, vous avez 2 dés 10, un dé avec des dizaines et un autre avec des unités. Et quand vous le lancez, ça vous fait 2 résultats et ça vous donne du coup de triple 0 qui est l'équivalent du 100 à de 1 à du coup 100, ce qui vous donne un pourcentage de réussite en fonction de l'action en fait. Tout à fait, ouais. Et là, c'est l'inverse, c'est le 1 qui est la réussite critique et le 100 où en fait, il ne faut pas le faire. Puisqu'en fait vous avez un pourcentage de chance, vous avez 60% dans une caractéristique, en fait il faut faire moins que votre caractéristique pour arriver à quelque chose de bien. Et effectivement là pour le coup, ce qui est assez intéressant du coup, c'est que donc dans Donjons et Dragons, on va avoir de quoi décrire les personnages secondaires importants de l'histoire. Ça peut. Enfin les personnages secondaires, les personnages non joueurs devrais-je dire. Ça peut être... En fait, disons que les livres sont là pour aider les joueurs et les maîtres de jeu. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément avoir des histoires que vous pouvez raconter à votre enfant, par exemple, pour... c'est pas un livre de lecture où vraiment vous avez une histoire, un scénario... c'est pas un roman. C'est vraiment des éléments d'information. Donc on en revient aux différents livres que vous pouvez trouver dans ces extensions-là. Du coup, on a des livres de guides pour vraiment guider les joueurs, que ce soit les maîtres de jeu ou joueurs. Des livres de scénario, où donc là vous avez des histoires qui sont racontées dedans, mais pareil, c'est toujours pas romancé, c'est vraiment des chapitres. Par exemple, le premier chapitre, vous allez trouver tel élément. Là, j'ai sous la main un livre qui s'appelle Par-delà le carnaval de Sorcelume, qui est un des scénarios qui est sorti récemment, au moins en français, je crois, 2023, où grossièrement pour faire un résumé, vous jouez des joueurs qui vont dans un carnaval qui vient sur le plan matériel, qui serait du coup notre monde à nous, tous les 8 ans, et qui retourne dans le monde de la féerie, qui est donc un autre plan d'existence, comme si le paradis, l'enfer existe également, mais c'est un autre plan où là c'est vraiment féerique, tout part un peu, vous avez des bonbons qui parlent, le soleil qui sourit, c'est un peu les Teletubbies si vous voulez. Et dans cette aventure-là, vous allez dans ce carnaval-là qui est un peu magique, il vient du coup sur le plan tous les 8 ans, il se passe des choses un peu étranges, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui disparaissent à chaque fois qu'ils vont à ce carnaval-là, et ils finissent dans la féerie, et vous allez devoir les retrouver parce qu'il se passe des choses un peu étranges, notamment la reine du royaume de Prismir qui est figée dans le temps, et il vous faut un moyen de la libérer pour que le royaume puisse de nouveau fonctionner normalement, parce que sinon ça va causer de gros problèmes de disparition à long terme. Effectivement, en plus, ce qui est marrant, c'est que vous pouvez avoir des scénarios qui sont intéressants à faire jouer, typiquement Halloween, au Nouvel An, etc., etc. Donc, typiquement, moi, j'avais fait ce scénario de la 10e muse, où en fait, les joueurs se réveillent avec une gueule de bois. On avait fait ça au Nouvel An. Donc ça les a fait marrer au début, puis en fait en réalité c'est pas une gueule de bois, c'est un rituel pour oublier la 10e muse, puisque les muses inspirent des choses, et la 10e inspire la terreur. À partir du moment où tu connais son nom, donc en gros le but du jeu c'est d'oublier son nom, et ça se finit exactement comme ça commence, c'est-à-dire avec les joueurs qui refont le rituel pour oublier, en espérant que cette fois ils mettent une note de quelque chose en disant n'essayez pas de vous rappeler.
parce que c'est pas bon, quoi. Donc c'est assez intéressant. Et effectivement, Donjons et Dragons, il y a quand même tout un environnement. Il y a aussi des adaptations, parce qu'en gros, on est maintenant sur quelque chose, c'est Hasbro qui a Donjons et Dragons. Donc Hasbro, c'est Transformers, c'est beaucoup de choses. Et du coup, effectivement, en termes de portage, il y a beaucoup de choses à en dire, notamment les jeux vidéo Baldur's Gate. Ça en fait partie, avec Baldur's Gate, notamment le 3, qui est le dernier en date, et qui très clairement a explosé tous les records, a explosé énormément de récompenses, et à un moment donné a continué à creuser la perception des personnes joueuses vis-à-vis en fait de l'industrie, de sa capacité en fait à produire des jeux, parce que quand on a des studios qui disent oui mais forcément que notre jeu il est buggé, il vient juste de sortir, etc., tout le monde pointe du doigt Baldur's Gate 3 en disant oui mais là vous avez vu tout ce qu'il a ce jeu, vous avez vu tout ce qu'il a à proposer, puisqu'en fait vous êtes vraiment sur l'univers Donjons et Dragons, accessible en jeu vidéo, avec pour le coup énormément de façons finalement de jouer votre personnage, d'interagir avec le monde en plus, même d'utiliser des sorts et des capacités de façon détournée, exactement comme on le ferait en fait dans un jeu de rôle. Oui, tout à fait. Alors, il y a moins le côté, pour le coup, vraiment détourné des sorts, même si on peut un petit peu. Il y a toujours ce côté détourné, mais beaucoup moins que sur le jeu de rôle papier. Oui. Parce que le jeu de rôle papier, oui, c'est l'improvisation, encore une fois. C'est ça. Mais le jeu, pour l'avoir fait, est bien. C'est une très bonne adaptation. Voilà, donc attention, par contre, c'est quelques heures. Tu en as combien d'heures, Emilien ? Pour faire la campagne entière, du coup, je crois qu'il y a 130 heures, un truc comme ça. Oui, voilà, une bagatelle évidemment. Évidemment. Mais en tout cas, effectivement, quand vous faites un jeu de rôle, potentiellement vous allez jouer dans ce qu'on appelle les one-shots. Typiquement, vous avez le Manoir du Crime, Terra Ludis, etc., qui vont vous proposer. Il y a beaucoup d'associations qui vont vous proposer des one-shots. C'est une soirée. C'est une soirée, vous vous asseyez, vous avez ce qu'on appelle des personnages pré-tirés. C'est-à-dire qu'en fait, les personnages ont déjà été créés pour être complémentaires. Donc en fait, vous prenez le personnage qui vous plaît le plus, et puis vous faites votre soirée. L'histoire se termine à la fin de la soirée, et puis merci à tous. Et ensuite, vous avez des scénarios qui vont vous demander plusieurs séances. Donc ceux-là, ils sont un peu plus gros. Et à la fin, vous avez évidemment les campagnes qui, elles, par contre, peuvent s'étendre sur plusieurs mois, voire plusieurs années de jeu. Je crois que on a un record de campagne vis-à-vis du jeu de rôle où oui. on est, c'est... une quarantaine d'années. Ouais, c'est ça, c'est 440 heures et 30 minutes, un truc comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un type qui a fait jouer une même campagne de Donjons et Dragons tellement longtemps qu'en fait, il a accueilli les enfants de ceux qui avaient commencé. Mais je crois que ça va pas être 440 heures, ça beaucoup plus, parce que ça fait 40 ans qu'il a sa campagne. Pardon, 440 heures, c'est une seule session en continu. Alors, du coup, une seule session, je comprends pas. Je secours. Mais effectivement, oui. Donc effectivement, ouais, on a toutes et tous. Quand vous avez joué au jeu de rôle en campagne, il y a des campagnes qui s'étendent sur des années en fait, parce que on n'est pas tous dispo et donc effectivement, ça se joue. Et il y en a d'autres effectivement qui, on parlait de Stranger Things. Il y a une façon aussi de percevoir finalement le jeu de rôle qui a énormément changé. Et donc, il y a un intérêt aussi croissant. Donjons et Dragons, aujourd'hui, c'est pas que les bouquins où potentiellement vous avez 20 000 bouquins dont certains sont introuvables et vous allez vous demander en fait par quoi commencer. Alors, au cas où, c'est toujours par le livre des règles, ça c'est sûr. Et le reste, vous pouvez toujours, entre guillemets, bricoler par rapport à l'histoire que vous voulez raconter et surtout celle qui vous arrange. Mais aujourd'hui, les Donjons et Dragons, c'est aussi... Alors, je parlais de Hasbro, mais en fait, c'est Wizards of the Coast qui a été racheté par Hasbro. Mais en fait, vous avez aujourd'hui les livres qui racontent l'histoire. Et en fait, vous n'avez pas de jeu de rôle, vous avez simplement l'histoire en elle-même. Mais vous avez donc les jeux vidéo et vous avez sinon les films. Les films, on n'a pas été très gâtés. On est bien d'accord pour Donjons et Dragons ? Oui. Ouais. Non. Parce que moi, je me rappelle avoir vu tout gamin le film Donjons et Dragons au cinéma. Non. Merci même, pour ces flashbacks. Même à l'époque, je savais que c'était mauvais. Donc, on est quoi sur c'était l'an 2000 ? Non, c'était même avant, je crois. Non, je crois qu'il y en a eu un en 2005, mais il y en a eu un avant. Ouais, et je crois que c'est celui en l'an 2000 que j'avais vu, ouais. Enfin bref. Et du coup, oui, c'est ça. Et il était mauvais comme pas possible. Heureusement, on a eu un film récent à peu près que j'ai trouvé bien meilleur et qui en fait est bien meilleur parce que je pense que tu seras d'accord, Emilien, ça retranscrit très bien
l'ambiance finalement qu'on pourrait avoir en fait autour d'une table. Tout à fait. Alors même si c'est les personnages qui parlent comme ça, alors que normalement on est censé être dans du médiéval fantastique, etc. Donc il y a un peu l'anachronisme, tout ça. Mais effectivement, dans l'ambiance, typiquement quand vous êtes autour d'une table et quand vous faites face, entre guillemets, au scénario, globalement votre réaction, elle est assez similaire à la bande-annonce du film quand il était sorti. Alors voilà, on est une bande de voleurs. Quand on joue à ça, on est amené à se faire des ennemis. Et il arrive parfois que nos ennemis reviennent pour se venger. Pour tout dire, on a aidé qui il fallait pas à voler ce qu'il fallait pas. On pensait pas libérer la plus grande force maléfique que le monde ait connue. Mais on va arranger ça. D'accord, et comment on va faire ? On en discute autour d'un verre ? Pas bête ? Et oui, forcément la taverne, c'est toujours le moment. Hein. Toujours. Et évidemment, on libère par accident un mal ancestral. Il va falloir sauver un paysan qui en réalité en fait est lié à un truc de dynastie. Et en fait, il s'agit du plus grand sorcier de tous les temps. Exactement. Caché sous sa blouse. Voilà, donc effectivement, voilà, vous avez souvent en fait ce genre d'impact. Donjons et Dragons, c'est même devenu à un moment donné une édition de Magic. Oui. Qui est le jeu de cartes, oui. Où du coup, eux, ils ont pris le truc littéral, c'est-à-dire que pendant que tu joues à Magic, tu as une carte spéciale de cette édition, où en fait tu progresses dans un donjon pour gagner des bonus. C'est ça, il y a eu techniquement 2 extensions Donjons et Dragons pour Magic, parce que c'est également Wizard of the Coast. Vous avez eu les Forgotten Realms, donc je crois que c'est Terres oubliées, un truc comme ça, où vous avez les premières mécaniques de quand vous jouez au jeu, vous avez, pour ceux qui connaissent pas Magic, grossièrement vous avez des sorts que vous pouvez lancer qui vont être soit des créatures, soit des effets qui peuvent faire des dégâts à un joueur en face ou à ces créatures. Et parfois vous avez des mécaniques qui vont rajouter des jetons, faire des choses en particulier. Et les extensions du coup Donjons et Dragons ont rajouté la mécanique de devoir lancer le dé et de prendre l'initiative ou d'explorer. Ces effets-là font que par exemple quand une créature arrive sur le champ de bataille, ça s'appelle, vous explorez le donjon, vous entrez dans une carte qui est à côté, qui s'appelle un donjon, et vous avez plusieurs salles dessus, et quand vous déclenchez cet effet-là, vous pouvez avancer dans une salle ou explorer, ce qui peut vous permettre d'avoir des bonus dans le jeu, piocher une carte, faire des dégâts à quelqu'un, faire différents effets comme ça. Donc, et après, vous avez eu l'extension du coup Baldur's Gate, en rapport au jeu qui est sorti, avec, pareil, je crois qu'ils ont repris les mêmes mécaniques de jeu, avec cette fois juste un souterrain. Donc vous n'avez pas différents donjons, là il n'y en a qu'un, mais il est mieux optimisé que les autres. Oui, effectivement, ils ont vraiment réussi à adapter. Et là, la dernière, entre guillemets, adaptation qui revient en réalité aux fondamentaux, c'est One D&D, qui sort là dans quelques mois, dans quelques mois, qui sort à peu près en fait en même temps que cette émission, mais en anglais, et du coup il faut un petit délai pour l'avoir en français. Tout à fait. One D&D, est-ce qu'on peut résumer très très succinctement? One D&D, qu'est-ce que c'est? Alors déjà c'est la dernière version de Donjons et Dragons qui sortira. Ça a été annoncé, ce sera officiel, donc la 6e version pour les 50 ans de Donjons et Dragons. Incroyable. 2024. Ça va permettre à certaines classes et races d'être ajoutées, modifiées, et cette version-là aura des mises à jour grossièrement, c'est-à-dire qu'elle sera toujours adaptable. Oui. Quoi qu'il arrive, avec des trucs qui risquent de sortir ou quoi que ce soit, mais ce sera la version finale du jeu Donjons et Dragons. Ouais, la version définitive de cet univers, où j'espère que des gens qui nous écoutent peut-être auront envie soit de tester directement Donjons et Dragons, où effectivement on est sur des mécaniques qui vont être assez complexes, soit effectivement se laisser tenter par des soirées découvertes de jeux de rôle, où globalement vous avez juste à vous asseoir, à écouter l'histoire et à interagir. Vous n'avez même pas à connaître les règles. Ça, c'est la personne qui raconte l'histoire qui va vous dire quel type de dés il faut lancer pour réussir tel ou tel truc. Et du coup, effectivement, vous pouvez juste essayer de progresser dans l'histoire et d'essayer d'aller au bout de cette histoire-là. Ou au contraire, de simplement accomplir votre personnage, peut-être. Ça peut être très bien aussi. C'est ça. Sachant que si vous ne connaissez pas les règles, c'est pas très grave. Sachez que les règles ont été faites pour faire
fonctionner autour d'un jeu. Sachez que souvent on les écoute jamais. Oui, j'avoue. Des fois pour un élément scénaristique, on va dire ton sort il passe pas. Tu vas pouvoir le lancer. C'est le dernier sort. Le boss a très peu de PV. Comment tu veux faire ça? Ouais, Décris-moi ce que tu veux faire. c'est ça. Il y a vraiment cette idée de vraiment rendre service aussi aux joueurs, rendre service à la narration et rendre service aussi au moment social en fait qui se passe dans le groupe pour qu'on puisse passer un bon moment. Et du coup, c'est vrai que Donjons et Dragons, c'est vraiment ce qui concentre tout ça avec tout ce que ça sous-entend de culture derrière, en termes de livres, en termes d'extension, en termes d'encyclopédie aussi. Il y en a. En tout cas, en espérant que ça vous ait donné un petit peu envie de creuser le sujet, on vous souhaite une superbe fin de journée et on vous dit à demain.